Cabinet Arc, le talk, bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette émission spéciale Cabinet Arc qui se mobilise et qui mobilise les meilleurs experts pour vous aider dans vos directions financières à appréhender cette année 2026 qui laisse entrevoir de nombreux défis. Quel impact de la situation économique sur le financement des entreprises? Quel levier aussi pour sécuriser vos fonds propres et assurer effectivement le financement des entreprises? On en parle avec nos invités. Denis Lebosset, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, président de Cabinet Arc. Nous sommes également avec Myriam Corinne. Merci d'être avec nous, Myriam, chef de l'unité financement des PME et entrepreneuriat pour l'OCDE. Nous sommes avec Alexis Dupont, bonjour, secrétaire général de Turen Group, et avec Kérine Tran. Bonjour Kérine, directrice générale associée de Cabinet Arc. On va se faire dans un premier temps un premier tour de table parce que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ont peut-être aussi envie de connaître votre lecture sur le financement des entreprises aujourd'hui, sur cette situation du financement des entreprises. Et Myriam Corinne, de ce point de vue-là, à l'OCDE, vous n'êtes pas venu d'une certaine manière les mains vides et vous allez pouvoir nous donner un certain nombre de données, de chiffres qui sont très intéressants et qui vont certainement beaucoup orienter et beaucoup aiguiller ceux qui nous écoutent. Quels sont aujourd'hui, vu de votre fenêtre, vu de la fenêtre de l'OCDE et des nombreuses études que vous produisez en la matière, les enseignements justement sur l'accès au financement des entreprises aujourd'hui? C'est quoi la situation ? Bonjour. Donc, il faudrait dire que les perspectives mondiales sont plus qu'incertaines. Selon nos projections, oui. On prévoit une croissance du PIB mondial de 3,2% cette année et qui va se reculer à 2,9% en 2026. En ce qu'il en est de l'inflation, on voit que le recul de l'inflation a commencé à freiner au milieu d'année avec l'inflation des biens repartie à la hausse et celle des services persistante. Donc, ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il en est des entreprises et notamment des PME qui sont vraiment la grosse majorité des entreprises à travers le monde. Donc là, je vais vous parler de notre étude 2026, notre tableau de bord. Là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les baisses des taux directeurs commencent à faire effet sur les taux que perçoivent les PME. Ces taux sont en baisse dans la majorité des pays. En France, c'est à peu près stable, mais il faut dire qu'en France, les taux d'intérêt PME sont un des plus bas à travers le monde. Et affichent une relative stabilité. Une relative stabilité, mais il faudrait dire quand même que ces taux restent 2,6 points de plus qu'avant la pandémie. Donc, on n'a pas retrouvé les niveaux d'avant-crise. Exactement. Après, il faut dire que cette baisse des taux est compensée par d'autres restrictions et de demandes. Les demandes de garantie, notamment, pour notre tableau de bord qui couvre une cinquantaine de pays, on voit que 53% des entreprises doivent fournir des garanties pour obtenir un prêt. Et c'est 5 points de plus que l'année précédente. Donc c'est déjà, on voit que l'environnement est assez resserré. Et l'effet de tout cela, c'est que l'encours des prêts aux PME sont en baisse. En général, à travers les pays qu'on regarde, ça stagne. En France, par contre, il faut dire que les taux les encours au crédit sont à peu près 9% supérieurs par rapport à avant la pandémie. Et c'est ce que j'allais vous poser finalement. Ça, c'est une lecture très macro, mondiale, entre guillemets, pays de l'OCDE. Quelle est la situation de la France et comment on s'en sort finalement? Comment s'en sortent les entreprises françaises de ce point de vue-là? Un peu mieux ou un peu moins bien? Après, je dirais un peu mieux de ce côté-là, puisque effectivement les encours de prêt sont plus élevés maintenant qu'en 2019. Bien sûr. Après, il faut voir est-ce qu'il y a une vraie demande dans ces conditions resserrées d'investir, de prendre du financement externe. Ça, c'est un autre sujet. Denis Lebosset, président de Cabinet Arc, comment est-ce que vous regardez un petit peu ces chiffres? Est-ce qu'il y a certaines réalités, entre guillemets, que vous retrouvez dans la réalité des entreprises que vous accompagnez aujourd'hui? Et puis, effectivement, on va en parler naturellement. Ce sont aussi des entreprises qui connaissent des difficultés de tout point de vue. Comment on peut finalement analyser quel est l'impact de la situation économique, mondiale, nationale, de l'instabilité aujourd'hui, dont on sait qu'elle pèse aussi naturellement sur la croissance et la capacité d'investissement et de financement des entreprises? Voilà. Le sujet, effectivement, les entreprises françaises, globalement, bénéficient du concours bancaire
Le seul écueil se porte sur les plus petites entreprises qui sont majoritairement en France en manque de fonds propres. Elles manquent cruellement de fonds propres, ce qui leur coupe forcément l'accès à des financements bancaires, des financements qui sont limités. Ces entreprises ont par ailleurs supporté depuis 2020-2021 la crise Covid, une augmentation du coût des matières premières, du coût de l'énergie, une augmentation des taux d'intérêt. Elles ont accumulé des dettes, elles doivent encore rembourser de PGE, puisque aujourd'hui il reste quand même 20 milliards de PGE à rembourser. En fait, ces entreprises rencontrent des difficultés pour obtenir des financements. Les plus fragiles rencontrent des difficultés pour obtenir des financements bancaires. Elles se voient aussi dégrader leur cotation auprès des assureurs crédits, ce qui fait que bien souvent, elles doivent payer comptant leurs fournisseurs, puisqu'elles ne bénéficient plus des garanties, tout en ayant des financements de trésorerie qui sont limités. Donc ça altère leur situation et ça les conduit quelquefois vers l'antichambre ou même le dépôt de bilan, puisqu'on va atteindre cette année 70 000 procédures en procédure entreprise, en procédure collective. Voilà. Et ça, c'est finalement, entre guillemets, une perspective qui n'a pas véritablement finalement prévu de s'amenuire ou de se calmer effectivement en 2026. Quelle est finalement aujourd'hui un petit peu la perception que vous pouvez déjà ressentir? On va le voir dans un instant également avec les chiffres de votre baromètre, mais finalement, un petit peu la perception aujourd'hui des dirigeants des chefs d'entreprise et peut-être vu de votre fenêtre effectivement aussi sur les premiers signaux faibles d'une certaine manière. Bien, il y a un réel pessimisme quand même de ces entreprises, et notamment des petites entreprises qui aujourd'hui ne se sentent pas suffisamment accompagnées. Ne se sentent pas accompagnées parce que lorsqu'elles sont en difficulté, elles ont leur seul conseil, c'est l'expert comptable. Bien sûr. Aujourd'hui, l'expert comptable n'est pas structuré, ça ne fait pas partie de son activité d'accompagner des entreprises qui rencontrent des difficultés. Alors certes, il le fait de plus ou moins bien et en consacrant le temps nécessaire pour certains, mais il n'est pas forcément non plus l'expert dédié à l'organisation d'une procédure collective. Et y compris d'ailleurs, on y reviendra, dans sa capacité de financement, mais aussi sur la première étape de sa capacité de financement, dans la sécurisation de son cash. Et ce sera effectivement des éléments qu'on va évoquer dans un instant. Alexis Dupont, Turenne Group, plus de 300 PME qui sont aujourd'hui accompagnées, financées par votre société. Donc, j'allais dire, une très bonne lecture aujourd'hui finalement de l'état d'esprit aujourd'hui des dirigeants et de l'état de leurs finances. Quel regard finalement vous avez justement sur cette capacité de financement de ces PME, de ces grosses PME ou parfois même de ces ETI? Oui, je crois qu'on a une vision assez intéressante, aussi bien sur le plan territorial, puisqu'on est présent partout sur le territoire, que sur le plan des secteurs, de la typologie d'entreprise, de la petite PME jusqu'à petite, moyenne ETI, on va dire. Donc on a une vision effectivement assez large de ce qui se passe. On finance et on accompagne ces entreprises, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est face à plusieurs paradoxes pour moi. Alors, les financements ne manquent pas en réalité, les banques restent présentes. Effectivement, ça a été dit dans des conditions qui restent relativement attractives, même si on n'est évidemment plus dans l'ère de sortie du Covid, mais à tous égards. Les banques restent présentes, les financements en capital sont disponibles. Des investisseurs comme nous avons de l'argent à déployer auprès d'entreprises qui ont des projets de croissance. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont les projets de croissance. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est des entreprises, des chefs d'entreprise qui sont à des points bas en termes d'intention d'investissement sur l'année prochaine, qui voient des tensions de trésorerie et surtout qui ont un moral globalement assez affecté par ce qui se passe sur le plan politique et les conséquences budgétaires, économiques des débats en cours. Donc finalement, c'est presque plus un sujet de morale et d'envie qu'un sujet de financement aujourd'hui pour ces entreprises. Et donc, il faut arriver à, je vais dire, donner envie d'avoir envie à ces dirigeants-là. Mais justement, comment est-ce qu'on sort beaucoup de crise ces dernières années, ils sont fatigués. Effectivement. Et comment est-ce qu'on sort de ça finalement? Comment est-ce qu'on donne l'envie d'avoir envie? Et si une fois qu'on a effectivement dit qu'on n'avait pas forcément de sujet d'accès au financement, quels sont finalement un petit peu les Alors il y a des sujets, que ça a été dit sur les entreprises, il reste quand même encore des difficultés, mais une belle entreprise qui a des grands projets, qui est bien structurée aujourd'hui, arrive à trouver des financements pour se projeter. Il faut simplement avoir envie. Alors il y a des effets macroéconomiques, demande faible, incertitude, c'est compliqué de se projeter sur de l'investissement aujourd'hui. Il y a encore des entreprises qui arrivent à le faire, on arrive à déployer dans de bonnes conditions de l'argent auprès d'entreprises
qui se projettent vers le futur. Et on en parlera bien sûr avec vous aussi dans un instant. Quelle place aujourd'hui ça prend pour vous, ce sujet, puisqu'on va en parler tout à l'heure, notamment de la sécurisation des fonds propres, de la liquidité, d'avoir et de bien gérer notamment sa trésorerie. Comment est-ce que ce sujet devient un peu plus important aussi aujourd'hui dans la manière dont vous regardez ce sujet-là ? Alors, la gestion du cash, ça a toujours été un sujet essentiel. Cash is king, comme on dit en bon français. Donc, effectivement, c'est le cœur du métier, en réalité. De plus en plus, mais je crois que ça a été dit, on se trouve face à des entreprises qui, pour pouvoir continuer à s'endetter, à investir dans des projets de croissance, doivent effectivement bien sécuriser leur cash, bien travailler le sujet. C'est de plus en plus le cas, mais il reste quand même encore beaucoup de choses à faire. Et puis, ils doivent aussi parfois renforcer leurs fonds propres pour pouvoir repartir dans des trajectoires de croissance en confiance avec leur banque. Donc, il faut arriver à faire les deux. Et il faut effectivement, on va essayer de vous donner justement quelques leviers et quelques outils de réflexion en la matière dans un instant. Kérine Tran, on parlait de ces perspectives mondiales effectivement très incertaines. On parle aussi de ces sujets d'accès au financement qui parfois, dans certaines situations, peuvent être restreints. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'état d'esprit, sur le moral des chefs d'entreprise. Et alors, vous n'êtes pas non plus... on vous donne beaucoup de clés de compréhension et beaucoup d'éléments aujourd'hui. Vous êtes venu également avec ces quelques chiffres de votre baromètre annuel IFOP Cabinet Arc, déployé auprès de chefs d'entreprise sur l'état d'esprit, sur le moral. Quelles sont finalement un peu les données qui sont intéressantes ? Eh bien, les résultats qui ressortent de notre baromètre corroborent un petit peu ce que l'on vient de dire. 71% des dirigeants ont constaté une dégradation de l'activité des entreprises sur un an, ce qui n'est pas une surprise. Et 67% craignent que le contexte économique actuel entraîne un freinage des opérations d'investissement. Et parallèlement à ça, d'un point de vue plus macro, 89% des dirigeants craignent que la situation économique française se dégrade au cours des 6 prochains mois. Et vous voyez, au cours du premier semestre 2025, l'une des principales craintes des entreprises était la politique protectionniste menée par le président américain. Aujourd'hui, les entreprises parlent beaucoup moins de l'étranger et leur principale crainte, à 75%, c'est l'instabilité politique en France, ainsi que l'augmentation de la pression fiscale à 55%. Et va de pair avec tout ça la crainte des faillites, des défaillances d'entreprises. La quasi-totalité des sociétés interrogées, donc 97%, craignent une augmentation significative du nombre de défaillances d'entreprises. Ça, c'est un état d'esprit, c'est une lecture sur l'état d'esprit, sur le moral, mais ça a aussi des conséquences, j'allais dire, dans les actes, dans la manière, effectivement, aussi qu'ont les chefs d'entreprise de travailler, notamment de travailler leur gestion financière. Quelles sont finalement les grandes données qui ressortent aussi, justement, sur le sujet du cash, de la trésorerie et de la gestion du poste client ? Eh bien, sur la gestion du poste client, forcément, il y a une dégradation au niveau des délais de paiement, des retards de paiement. On va en parler tout à l'heure, mais les entreprises doivent forcément, les TPE et les PME doivent forcément trouver un moyen pour pallier leurs problématiques de trésorerie. Et cela passe par les délais de paiement. Myriam Corinne, justement sur ce sujet, on commence effectivement à lire et on l'écoute bien sûr de manière assez régulière. Ce sujet de la sécurisation des fonds propres, c'est un enjeu majeur, c'est un sujet qui est effectivement important parce que, et vous le dites très régulièrement aussi à l'OCDE, on assiste là à une forme de chamboulement, entre guillemets, des chaînes de valeur. Ça a une répercussion sur les PME. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer peut-être, pour ceux qui nous écoutent, un peu la mécanique et de comprendre là, d'une certaine manière, où est-ce qu'on se trouve dans l'histoire ? D'accord. J'aimerais juste d'abord réagir Je vous en prie, à bien ce sûr. qu'Alexis a dit par rapport aux fonds et le capital risque. En fait, effectivement, il y a des ressources, il y a des financements. Mais comment élargir la gamme de PME qui peuvent en bénéficier. C'est un vrai sujet parce qu'il y a vraiment très peu de PME qui sont prêts, qui savent et qui pourraient bénéficier de ce type de financement. Alors, pour revenir à votre question par rapport au contexte international, vous l'avez évoqué, l'incertitude au niveau des droits de douane, la politique commerciale, la réconfiguration des chaînes de valeur, tout ça, c'est un vrai souci et pour les PME et pour les décideurs politiques qui s'en occupent, entre guillemets. Comment aider, accompagner les PME à faire face à toutes ces incertitudes en sachant qu'ils ont moins de trésorerie, ils ont moins de marge pour faire face à des imprévus. Ça, c'est une vraie question.
il y a aussi les demandes de reporting, non seulement par les institutions financières, mais aussi par les partenaires dans les chaînes de valeur, les reporting environnemental. Ça, c'est un souci également pour les PME. Et il faut les accompagner non seulement avec un soutien financier, mais aussi un soutien non financier de capacity building, comment répondre à toutes ces demandes et ces incertitudes. Si on ne le fait pas, ça risque non seulement de rebondir, de faire ressurgir les défaillances qui sont déjà à un niveau élevé, mais aussi de nuire à leur compétitivité et résilience pour l'avenir. Donc ça, c'est un vrai sujet qui préoccupe les décideurs politiques qui sont en train de mettre en place des programmes de soutien. Kérine Tran, effectivement, dès lors qu'on a effectivement un peu compris cet environnement et on doit effectivement, finalement, y compris les décisions géopolitiques les plus lointaines, ont aussi effectivement un impact. Le sujet du poste client, il devient effectivement incontournable. Et la variable d'ajustement, c'est naturellement les délais de paiement. C'est quoi aujourd'hui l'état, la situation que l'on connaît en cette fin d'année dans les entreprises françaises? C'est très clair. Aujourd'hui, pour pallier leurs difficultés de trésorerie, les entreprises n'ont d'autre choix que d'allonger les délais de paiement de leurs fournisseurs. Et aujourd'hui, elles sont 75% à déclarer allonger les délais de paiement pour justement sauvegarder leur cash. Donc, comme vous le disiez très justement, les délais de paiement, pour 82% des entreprises, devient la variable d'ajustement. Il faut savoir que les délais de paiement représentent actuellement 15 milliards d'euros vis-à-vis des TPE et des PME, donc 15 milliards d'euros qui pourraient être redistribués aux TPE et aux PME si les délais de paiement étaient respectés. Et il y a un chiffre qui est très intéressant aussi dans le baromètre que vous produisez effectivement avec l'IFOP et que l'on découvre, c'est le souhait des chefs d'entreprise d'être aussi accompagnés. Denis Bosset le disait tout à l'heure sur le sujet de l'expert comptable. Il y a une insuffisance, un besoin, une demande aussi de suivi juridique et de conseils en la matière. Ça, c'est une data qui est intéressante. Tout à fait. 66% des dirigeants estiment que les TPE et les PME ne sont pas suffisamment accompagnés juridiquement pour gérer et prévenir leurs risques financiers. Aujourd'hui, il existe les procédures publiées, le sauvegarde, le redressement, la liquidation judiciaire, qui met en exergue les grosses difficultés des entreprises. Mais il faut savoir qu'en amont, pour éviter de tomber dans ce type de schéma, il existe des procédures confidentielles. Encore pour utiliser ces procédures, encore faut-il que le dirigeant de l'entreprise en soit informé et soit accompagné pour mettre en place ces actions. Alexis Dupont, le cash flow, quelle place ça prend en termes de critères aujourd'hui pour vous en tant qu'investisseur? Comment est-ce que vous avez fait évoluer aussi peut-être vos attentes vis-à-vis des entreprises que vous accompagnez? Quand vous mettez les pieds dans une boîte, est-ce que vous allez directement regarder ce qu'il y a sur le compte en banque? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est au cœur du métier d'investisseur. L'attention s'est beaucoup renforcée sur ces questions-là depuis quelques années. Alors, les entreprises qu'on accompagne sont la plupart du temps déjà bien structurées sur ces questions-là, et si elles ne le sont pas, on travaille rapidement sur le sujet parce que c'est évidemment assez essentiel. Et de toute façon, si je mets de côté le monde de l'innovation, où on finance des entreprises qui ne sont pas encore rentables et qui ont un modèle économique différent, les entreprises matures, PME, ETI qu'on accompagne, on cherche des entreprises qui ont une génération de cash, d'une profitabilité qu'on va accompagner et qu'on va travailler dans la durée, mais qui est significative. Notre métier, on n'a pas de valeur ajoutée sur l'accompagnement du renforcement du financement de BFR. En aucun cas, effectivement, vous arrivez effectivement pour financer l'entreprise, pour financer son fonds de roulement. C'est pas l'objectif du tout. On n'a pas de valeur ajoutée par rapport à nos dirigeants d'entreprise sur ces sujets-là. On a de la valeur ajoutée sur de la création de valeur de long terme. On travaille à 5-7 ans, dans un moment par ailleurs charnière où il y a beaucoup de transmission d'entreprise, donc beaucoup aussi, si on regarde les choses positivement, d'occasions de mieux structurer les choses, de revoir un peu l'organisation des entreprises sur ces sujets clés de gestion du cash. Et c'est intéressant le chiffre qui était donné à l'instant par Kérine sur l'insuffisance et la demande aussi des chefs d'entreprise en termes d'accompagnement et de conseils juridiques en la matière. Est-ce que vous avez le sentiment dans les boîtes dans lesquelles, avec lesquelles vous travaillez que finalement les dirigeants sont suffisamment préparés et suffisamment sensibilisés aussi à ces sujets de trésorerie et d'anticipation de la trésorerie? De façon générale, les dirigeants ont quand même passé une décennie là, un petit peu compliquée, surtout les quelques dernières années. Donc il y a une forme de résilience qui s'est installée, beaucoup de l'expérience accumulée aussi. Et on voit que les réactions des dirigeants dans les phases aiguës sont plus du tout les mêmes que ce qu'on pouvait avoir en 2007-2008. Il y a une forme d'éducation ou de montée en expérience de leur côté. Après, il y a toujours besoin d'accompagnement sur ce sujet-là, sur d'autres, où c'est vraiment notre métier. On se présente comme des actionnaires professionnels.
traditionnel. On fait beaucoup de minoritaires, on n'est pas du tout aux commandes de l'entreprise, mais on vient accompagner, aider, soutenir sur des projets de développement de long terme, et celui-là, évidemment, en fait partie. Denis Le Bosset, sur ce sujet, effectivement, d'accompagnement des dirigeants, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'écosystème, dans ces grandes largeurs, entre guillemets, des entreprises, joue le jeu, finalement, aussi dans cette sécurisation des fonds propres? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, oui, l'ensemble du système joue le jeu. Ce que je constate au travers des débats, là, c'est qu'effectivement, nous avons du cash disponible pour les investissements. Pour autant, le contexte, la sécurité à la fois politique, mais aussi fiscale, fait que les entreprises limitent leurs investissements aux investissements de nécessité. Donc, les fonds ne sont pas forcément distribués. Et puis, les entreprises qui en ont le plus besoin, bien, rencontrent des difficultés pour en obtenir parce que leur structure financière ne permet pas aux établissements bancaires de les accompagner. Parce que soit elles sont sous-dimensionnées, elles manquent de fonds propres, donc elles sont bien souvent en difficulté financière parce qu'elles ne peuvent pas faire face à l'ensemble de leur... Elles ont dû supporter différentes offres depuis le Covid et elles sont dans une structuration qui ne leur permet pas d'être accompagnées et de se développer. Parce qu'aujourd'hui, elles ont besoin de trésorerie pour pouvoir embaucher, payer leurs fournisseurs et conquérir de nouveaux marchés. Et quelquefois, elles se laissent griser par de nouveaux marchés, ce qui les conduit directement vers le dépôt de bilan. Donc en fait, elles sont souvent victimes d'un rapport de force qui n'est pas forcément le rapport de force entre la multinationale et la petite entreprise, mais quelquefois le rapport de force entre une PME et une TPE. Un client grand compte peut être simplement une PME qui va la mettre sous pression, qui va allonger les délais de paiement et la mettre en fragilité financière. Le seul recours, ça sera dans bien des cas la facturage, qui est considéré. Alors, la facturage, effectivement, on a deux stratégies d'affacturage. On a l'affacturage pour réaliser des opérations financières entre des multinationales, des grands comptes, etc., et des opérations d'affacturage qui se font souvent d'ailleurs en fin d'année pour les raisons que l'on connaît, avec des taux extrêmement bas et ces opérations sont très, très intéressantes. Et vous avez les opérations d'affacturage qui accompagnent les petites entreprises parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions de financement. Et là, les taux sont souvent coûteux avec des frais qui peuvent atteindre 5-6%. Et qui bien souvent viennent absorber la marge bénéficiaire de la petite entreprise, ce qui la met encore plus en fragilité. Donc en fait, elles sont dans une situation qui est relativement complexe. On va évoquer peut-être quelques leviers justement pour renforcer aussi cette capacité de financement de l'entreprise. Donc on a compris qu'on allait rayer la ligne à facturage de nos possibilités. En revanche, Myriam Corinne, il y a ou en France, ou d'ailleurs dans un certain nombre de pays que vous suivez à l'OCDE, des bonnes pratiques ou des tentatives, entre guillemets, de pratiques pour faire rentrer du cash. Et qu'est-ce qui est déjà identifié, entre guillemets, par vos lectures et quels sont finalement pour les uns et les autres les résultats dont on peut avoir une certaine forme de satisfaction ou pas, justement? J'aimerais rappeler d'abord qu'en fait, les PME peuvent avoir des difficultés à régler leurs paiements, mais c'est les grandes entreprises qui sont plus mauvais payeurs que les PME. Donc ça, c'est une chose à rappeler. Et effectivement, il y a un rapport de force souvent. Donc il y a beaucoup d'initiatives pour soutenir les paiements rapides, à temps. Il y a bien sûr les initiatives au niveau de la Commission européenne, mais j'aimerais vous parler d'un ou deux exemples en dehors de l'Europe. Donc notamment au Royaume-Uni, ils ont nommé un commissaire aux petites entreprises qui a pour mission d'augmenter la prise de conscience autour de cette question et de devoir demander des comptes aux entreprises qui ne payent pas. Après, en Australie, ils ont focalisé leurs efforts sur la question de transparence. Donc, vous pouvez peut-être appeler ça name and shame, mais en fait, nous, on préfère dire transparence. Et ce qui incite les entreprises à régler leurs factures. Donc ça, c'est très important. C'est des initiatives qui ont déjà porté leurs fruits, qui ont affiché des résultats concrets? Oui, je n'ai pas les chiffres, mais ce sont des initiatives qui ont un peu de recul, 5-6 ans de recul, et tout ce qu'on peut faire pour amener l'attention sur ce sujet est vraiment très important, parce qu'on a tendance à la sensibilisation du dirigeant politique. Nous, les premiers, on a tendance à se focaliser sur les crédits, mais on sait que pour les PME, ils préfèrent, et
ne pas avoir recours au financement extérieur et ils sont très dépendants des paiements. Vous parliez du name and shame, il y a aussi le sujet des amendes, du renforcement des amendes administratives, le sujet parfois aussi, et notamment au cabinet ARC qui pousse beaucoup dans cette direction, on en parlera dans un instant, de la notation des délais de paiement. Est-ce que tous ces éléments-là vous paraissent être des alternatives, des possibilités qui sont pertinentes, qui sont crédibles ? Je pense que oui, effectivement. Demander des intérêts, ça c'est beaucoup de ces initiatives, j'ai pas pu vous parler de toutes les initiatives, vont dans ce sens, à devoir payer, compenser leur retard de paiement financièrement. Après, il faut pouvoir les mettre en œuvre en pratique. Et tout ce qu'on peut faire pour la transparence, que ce soit une notation ou une autre façon de faire une liste ou des rapports dans ce sens, des observatoires. Tout ça, c'est bienvenu. Kérine Tran, sur les rebonds là, qui ont été proposés, effectivement, vous interrogez notamment les dirigeants d'entreprise sur un sujet qui est le sujet de la notation des délais de paiement. Et il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est qu'il y a une très large majorité de chefs d'entreprise qui sont plutôt favorables à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, justement ? Oui, tout à fait. Vous évoquiez la transparence, donc c'est tout à fait ça. 81% des entreprises plébiscitent aujourd'hui la création d'une notation des délais de paiement. Vous savez bien qu'aujourd'hui, la solvabilité des entreprises est notée. Vous allez sur les sites, les bases d'information légale, la solvabilité des entreprises est notée. Mais une bonne solvabilité n'est pas un gage d'être payé à l'heure, payé en temps et en heure. Donc, ce que souhaitent les entreprises, c'est une transparence sur le comportement payeur de leur prochain. Est-ce qu'on a déjà la capacité de le mettre en place ? Est-ce qu'on a déjà les outils suffisants pour pouvoir le faire aujourd'hui ? Eh bien, il y a eu ça a été amorcé, le process a été amorcé avec la prise en compte du comportement payeur dans le cadre de la cotation FIBEN. Donc, petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Mais parallèlement à la notation des délais de paiement, ce qui est intéressant également, c'est un autre dispositif qu'ont mis en exergue les entreprises. 77% d'entre elles souhaitent, dans le cadre d'une MHM, justement, que ces fameuses amendes administratives qui aujourd'hui sont plafonnées à 2 millions d'euros soient proportionnelles aux résultats de l'entreprise, pour que ces amendes aient un véritable impact sur les entreprises les plus importantes. Alexis Dupont, comment est-ce que vous regardez effectivement ces quelques possibilités, ces quelques tentatives ? Qu'est-ce que disent les chefs d'entreprise justement sur ces sujets ? Est-ce qu'ils sont en attente aussi justement d'un peu plus de soutien à la matière ? Et est-ce qu'il y a aussi là, selon vous, aussi un sujet peut-être de sensibilisation un peu plus, entre guillemets, politique, entre guillemets, en la matière ? Quelles peuvent être aussi un peu les attentes dans cette direction ? Je crois que sur le plan politique, c'est un sujet qui a déjà été pas mal discuté. Je pense que ça a un petit peu de mal à trouver des traductions concrètes au-delà de ce qui a déjà été mis en place. Je crois qu'il y a du name and shame qui existe, des choses comme ça. Mais effectivement, je pense qu'on constate que ça ne fait pas beaucoup bouger les lignes et que dès qu'il y a une difficulté, on revient un peu sur les habitudes qu'il peut y avoir. Oui, je pense que les chefs d'entreprise, ils sont demandeurs, comme sur beaucoup de sujets, de simplicité, d'accès à l'information facile, d'efficacité. Ils n'ont pas le temps d'aller faire des recherches pendant des jours et des jours. Donc oui, tout ce qui va dans le sens d'une information rapide, fiable, permettant de prendre des décisions et va dans le bon sens pour les chefs d'entreprise. Ça me semble évident. Quand on parle de financement justement de l'entreprise, d'ailleurs au-delà de la sécurisation effectivement du cash, quels sont aujourd'hui selon vous les leviers les plus évidents, en tout cas ceux que vous regardez prioritairement chez Turenne Group ? Nous, on travaille essentiellement sur le haut de bilan, mais on l'a dit tout à l'heure, le travail sur le haut du bilan aide aussi à travailler sur le bas du bilan, évidemment. Ce qu'on voit de plus en plus, j'évoquais le sujet des transmissions tout à l'heure, c'est un exemple intéressant parce que ce sont des occasions d'abord de repenser beaucoup la façon dont les entreprises sont organisées, évoluent. Il va y avoir un nombre de transmissions absolument invraisemblable dans les années à venir qu'il va d'ailleurs falloir réussir si on veut préserver notre tissu entrepreneurial. Et donc, on travaille aussi sur... au-delà de l'ouverture de capital qui parfois peut être vue comme problématique par certains dirigeants ou sur lesquels ils peuvent avoir des a priori qui ne sont pas toujours fondés d'ailleurs, travailler sur de l'accompagnement en outils non dilutifs, donc un petit peu plus bas dans le bilan, plus proche de financement en dette, mais qui permettent d'avoir des financements de long terme
Sujet de la dette privée, notamment. La dette privée, notamment, il y a eu les obligations relance en sortie de crise Covid, il y a d'autres dispositifs qui sont à l'étude, permettant de concilier l'envie des dirigeants de ne pas forcément ouvrir dans une trop grande proportion leur capital à un partenaire extérieur, ou en tout cas de ne pas commencer par ça, et en même temps de se donner une vision à long terme, avec des financements permettant quand même de financer les projets, les investissements qu'on évoquait tout à l'heure. Et d'un petit mot très rapide, mais petite parenthèse, mais Myriam Cory me disait tout à l'heure, effectivement, le capital investissement, c'est un outil effectivement de financement intéressant pour l'entreprise, à condition que de plus en plus de PME puissent y avoir accès. Comment est-ce que vous regardez effectivement un petit peu vous ce sujet? Dans quelle mesure vous avez ouvert de plus en plus les portes et les fenêtres? Vous l'avez dit, beaucoup de PME matures, plutôt dans les territoires, donc déjà effectivement une amplitude d'ouverture beaucoup plus importante. Mais est-ce qu'effectivement vous pensez que c'est un sujet qui est intéressant? Alors au-delà de ce qu'on fait nous pour fixer les idées à l'échelle du marché français, il y a à peu près 100-120 000 PME qui seraient accompagnables, donc qui ne sont pas des filiales de grands groupes. De grands groupes dans des tailles et dans des secteurs d'activité qui permettent d'être accompagnés. Après, c'est un peu la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'il faut des entreprises qui ont des projets de croissance, à qui on a la valeur ajoutée à apporter, croissance ou transformation. Je parlais des transmissions, ça peut être de la croissance externe, mais il faut un projet à accompagner et qui a les bonnes métriques financières de rentabilité par rapport à ce qui est attendu au niveau du risque pris dans l'investissement. Aujourd'hui, c'est 8 000 entreprises accompagnées en France, à peu près sur les 100 000, donc vous voyez qu'on a quand même un panel de développement important. Le facteur limitant, et je reviens au sujet de l'instabilité politique, c'est les ressources, l'épargne qui est investie dans ces placements-là, plutôt que de partir aux États-Unis, et qui nous manque aujourd'hui un petit peu pour accompagner les entreprises au-delà de ce qu'on fait. Le fléchage de l'épargne, effectivement, est un autre sujet dont on pourrait... Jouer à location, mais voilà. Aujourd'hui, c'est la ressource qui manque. Et la ressource qui manque, effectivement. Denis Lebosset, j'allais dire presque quasiment mot de conclusion, mais comment est-ce que vous regardez effectivement ce qui a été dit, à la fois sur la capacité d'accès au financement dont on a évoqué les contours avec Myriam et puis avec Alexis, mais aussi ce qui est dit notamment par Kérine sur la capacité de disposer son cash. Ça, c'est naturellement le premier sujet, c'est incontournable. Quels sont, à la lumière de ces deux éléments, un petit peu les conseils ou les bonnes pratiques en 2026 qu'il faudra finalement respecter ou essayer de suivre? Essayer de suivre. Voilà. Alors, quand on parle de cash, bien souvent, le cash est dans l'entreprise. Il est chez les clients. Et quelquefois, il suffit d'une entreprise qui est mieux organisée, qui va réduire ses délais de paiement pour qu'elle puisse récupérer du cash avant d'aller parallèlement en faisant appel à des financements. Mais ce qui est important, c'est qu'elle puisse récupérer son cash. Et trop souvent, on voit des entreprises qui font appel à des solutions comme l'affacturage et qui délaissent un peu le cash qui est dans l'entreprise. Elles oublient d'aller chercher le cash parce qu'elles ne sont pas suffisamment structurées. Donc déjà, c'est une bonne organisation dans l'entreprise pour aller chercher son cash. La bonne organisation passe par des systèmes. Alors, on a aujourd'hui des logiciels, des systèmes qui permettent de plugger sur les outils comptables pour pouvoir faire en sorte que les factures soient adressées au bon moment, que les relances soient effectuées avant l'échéance pour déterminer les raisons du non-paiement. Et au sein du cabinet, on le voit bien, les entreprises qui mettent en place ce genre de processus que l'on propose avec des chargés de recouvrement s'assure que les factures ont bien été réceptionnées, qu'il n'y a pas de litige, que rien ne s'oppose au paiement de la facture, eh bien on réduit de façon significative le délai de paiement, pas dépôt de bilan, mais le délai de paiement. Ensuite, bien effectivement, des opérations de recouvrement de créances lorsque le débiteur oublie de régler et s'assurer très rapidement que tout est sous contrôle. Ce qui rassure d'ailleurs les clients. Les clients sont rassurés de voir que l'entreprise assure le recouvrement. Bien sûr. Et ça rassure aussi le client. Il se dit, en fait, je travaille avec un fournisseur qui est bien structuré. Pour revenir au délai de paiement et au name and shame, aujourd'hui, comme vous le disiez, beaucoup de choses ont été faites et on a une perspective qui est assez positive puisque aujourd'hui, les amendes sont limitées à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, là, c'est la sanction maximale. Et c'est vrai qu'une entreprise qui réalise 40 milliards, 45 milliards d'euros, lorsqu'elle perçoit une amende de 2 millions d'euros, c'est de l'ordre de l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, le sénateur Rietmann est en train de rédiger une loi qui prévoit que la sanction maximum sera de 1%. Projet de loi déposé début 2026. Et effectivement, et
1% de plusieurs dizaines de milliards d'euros, ça sera de nature à sensibiliser les directeurs financiers. Bien sûr. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Parallèlement, il y a une conception, une réflexion autour d'un système d'affacturage un peu public pour garantir les PME qui seraient amenées à contracter avec le secteur public pour pouvoir les financer pour supporter les délais de paiement. Quand on pense aux hôpitaux qui, quelquefois, règlent à 1 an et demi ou 2 ans, c'est un système... Enfin, tout ça, cette future loi va vraiment dans le bon sens. Et effectivement, permettra de poser quelques bases sur le sujet. Il nous reste mais vraiment quelques secondes. Alors, je vous propose un petit exercice de style peut-être pour terminer. Un mot, un seul, qui résumerait peut-être le bon conseil ou la bonne pratique en matière de financement de l'entreprise qui vous paraît être la plus intéressante à dispenser à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Vraiment, de manière un peu pitch en quelques secondes. Est-ce que Myriam, vous voulez vous prêter à ce jeu pour terminer? Un mot qui vous paraît le plus intéressant? Diversification. Diversification. Et vous pouvez nous l'expliquer en 3 secondes, si vous voulez. Diversification des sources et des instruments de financement, internes et externes. Alexis Dupont. Je dirais envie de grandir, mais voilà. L'envie, et l'envie d'avoir envie, c'était une très bonne formule, effectivement, qui résume aussi, bien évidemment, l'état d'esprit des chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui. Kérine. Eh bien, moi, je dirais 2 mots. Je dirais l'ouverture aux entreprises et ouverture des solutions pour sauvegarder, mon deuxième mot, pour sauvegarder son cash et son poste client. Denis Lebosset, le mot de la fin. Le cash est roi. Ce qu'il faut, c'est sécuriser son poste client et ne pas se laisser griser par des carnets de commandes. Trop souvent, des entreprises se laissent griser par des commandes alors qu'elles n'ont pas la capacité de pouvoir répondre et ça les conduit quelquefois vers les abîmes. Donc, sécuriser son cash. Et un peu de raison, effectivement, en ces années particulièrement contraintes et troublées. Merci beaucoup. Nous étions avec Denis Lebosset, avec Myriam Corinne, Alexis Dupont et Kérine Tran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez bien évidemment beaucoup d'informations d'ailleurs sur le site de l'OCDE et sur les réseaux sociaux de Turenne Group et sur le site internet et les réseaux de Cabinet Arc. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.